Bienvenue à cet avant-midi qui est consacré à la marche à pied, un mode de déplacement très vertueux. Comment l'encourager concrètement? C'est un vaste sujet qui concerne l'ensemble des communes de l'agglomération et des territoires. C'est un gros sujet. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Stéphane Dreyer, chargé d'études principales mobilité réseau à l'agence d'urbanisme, et je suis accompagné par Cécile Califano-Bage, donc paysagiste et urbaniste à l'agence d'urbanisme de la région toulousaine. Donc, juste pour resituer le sujet de la marche à pied, au niveau de l'agence d'urbanisme, depuis plusieurs années, on a réalisé des publications sur la voirie apaisée, sur le vélo, sur l'arbre en ville, sur la nature en ville, sur les îlots de chaleur urbains, mais on avait peu traité la question du piéton. Et on a corrigé cette lacune en 2021, et on a publié donc en janvier 2022 Connaître et faire progresser la marche à pied, quel levier d'action pour l'agglomération mulhousienne. Donc c'est cette publication qu'on vous propose de restituer aujourd'hui. Donc on aura un premier temps de présentation qu'on fera à deux voix, moi et Cécile. Et en fin de séance, on aura un temps d'échange, de débat, de discussion, comme d'habitude. Et à midi, on pourra partager un verre d'amitié. Donc cette étude, elle est téléchargeable sur notre site internet. Si vous tapez Connaître et faire progresser la marche à pied, LURM, vous allez pouvoir accéder directement à l'étude depuis Google. Donc, notre présentation, elle va s'organiser en deux grandes parties. On aura une première partie qui sera consacrée plus à l'analyse de la pratique piétonne, de la perception des projets actuellement en cours. Et après, on aura une deuxième partie qui sera plutôt consacrée au levier d'action pour développer la pratique de la marche, que ce soit l'échelle de l'agglomération, que ce soit des actions thématiques, que ce soit l'échelle du piéton. Donc on va vous présenter la panoplie qui existe. Donc sans plus tarder, je vous propose tout d'abord de parler pratiques et potentialités piétonnes. Alors aujourd'hui, pour les piétons, on dispose de peu de données. Si on voulait être exhaustif, il faudrait une enquête ménage déplacement qu'on appelle maintenant enquête mobilité certifiée CEREMA, qui permet un regard exhaustif, un recensement intégral de l'ensemble des déplacements d'une agglomération, dont les déplacements piétons. Mais même ce type d'enquête présente certaines lacunes par rapport à la marche, puisqu'elle prend en compte uniquement le mode principal. Quand on parle de part modale de transport collectif, par exemple, ça peut être 10%. La personne qui se déplace, généralement, elle va marcher à pied jusqu'à l'arrêt de tram, puis prendre le tram, puis faire son parcours terminal à pied. Et dans le calcul des parts modales, on compte uniquement le tramway ou le transport collectif. Donc là, c'est une petite limite qu'on a, mais c'est un outil qui est vraiment intéressant. Alors, on n'a quand même pas baissé les bras. On a mobilisé les données d'enquête ménage-déplacement réalisées à l'échelle de l'ensemble des agglomérations françaises de 1975 à 2019. Et on remarque que globalement, la pratique de la marche, elle a reculé dans les années 70, 80, 90, pour à nouveau augmenter au courant des années 2005-2010. Aujourd'hui, en moyenne, au niveau national, on se déplace à peu près à hauteur de 25% à pied dans les agglomérations françaises. Mulhouse, en 2009, l'enquête ménage donnait un chiffre de 24% qui correspondait à peu près à la moyenne nationale. Alors, on a de la chance, on a une grande enquête nationale mobilité qui a été réalisée en 2019, juste avant le Covid. Ça veut dire quoi, 25%, 24%? C'est-à-dire que c'est des gens qui font que marcher en ville, ou bien c'est des gens qui marchent un petit bout? C'est des gens qui... Alors, je vais définir un déplacement. Un déplacement, c'est aller d'un point A à un point B. Et pour effectuer ce déplacement, le CEREMA compte un mode principal. Donc, c'est 25% des déplacements qui sont à pied, par exemple, pour aller à une boulangerie, pour aller à l'école, etc. Donc, on a cette grande enquête
mobilité qui a été réalisée juste avant le Covid en 2018-2019 à l'échelle nationale. Donc c'est des données nationales qui donnent des repères par rapport aux tailles d'agglomération. Elle montre que la pratique de la marche, elle change suivant le lieu de résidence. Par exemple, à Paris, on se déplace beaucoup à pied, c'est normal parce qu'on a une intensité d'équipement qui se situe à proximité du lieu d'habitation, du lieu de travail. Donc forcément, la marche à pied est favorisée. Dans les agglomérations de plus petite taille, de la taille de Strasbourg, de Mulhouse, on est aux alentours de 25-26% de pratique de marche à pied. Par contre, dès qu'on est dans des communes de 10-15 000 habitants, la pratique tombe à 19%, et dès qu'on est dans le rural ou dans le périurbain, la pratique de la marche reste confidentielle parce qu'on a très peu d'équipements et aujourd'hui, dans ces espaces-là, les personnes sont quasiment obligées de prendre la voiture pour le moindre déplacement en raison de la faible présence de commerce ou d'équipements publics. On se déplace peu pour aller travailler à pied. Parce que la plupart du temps, le lieu de travail est éloigné du lieu d'habitation. Mais on peut se dire, quand on habite proche de son lieu de travail, on se déplace à pied. C'est pas forcément vrai. Il y a une statistique de l'INSEE qui est assez édifiante, qui dit que les personnes qui habitent à moins de 1 km de leur lieu de travail sont quand même à hauteur de 50% à utiliser leur voiture. Donc, c'est chercher l'aberration, et il y a une marge de progrès qui est quand même considérable sur ces petits déplacements. En fait, ce qu'on peut conclure, c'est que la marche, c'est vraiment la cellule souche des mobilités. Au-delà de ces statistiques, de ces chiffres, j'aurais tendance à dire aujourd'hui tout le monde marche, même l'automobiliste. Quand il se stationne pour aller dans des commerces, dans le centre-ville, il fait son parcours terminal à pied. Un cycliste, entre son lieu de stationnement et son lieu de destination, souvent il a quelques dizaines de mètres à faire pour rejoindre son lieu de destination. Et même sur les transports collectifs, donc c'est vraiment la brique de base, notamment si on veut encourager les alternatives à la voiture individuelle. Alors, on a également regardé l'accidentologie des piétons au niveau de l'agglomération mulhousienne. Donc ça, c'est les accidents qui impliquent un piéton et une voiture, ou plusieurs voitures. Donc on remarque qu'on a beaucoup d'accidents dans la descente de Mulhouse. C'est pas un scoop, c'est là où il y a les flux voitures et piétons les plus importants. Et d'une façon globale, à l'échelle de l'agglomération mulhousienne, l'accidentologie piétonne, elle se concentre surtout sur les principaux axes, sur ce qu'on appelle les voies primaires, les axes structurants, où les voitures circulent plus vite et là où il y a plus de danger. Par contre, quand il y a un accident qui implique un piéton, c'est toujours plus grave. Alors, pour les accidents où on a uniquement des voitures, globalement, les personnes sont blessées hospitalisées dans un quart des cas, sont des blessés légers dans un autre quart, et la moitié sont indemnes. Quand on a un accident entre une voiture et un piéton, là c'est beaucoup plus grave, puisqu'une fois sur deux, le piéton finit à l'hôpital plus de 24 heures. Dans 4 cas sur 10, le piéton est un blessé léger, donc ça veut dire qu'il fait un tour à l'hôpital pour des contrôles, des radios, peut-être une observation, et dans seulement 1% des cas, il est indemne. Pour la voiture, c'est 50%, et dans 7% des cas, il est tué. Ce qui est seulement, ce chiffre est de 2% pour la voiture. Donc on a vraiment une accidentologie qui est assez marquée en termes de gravité. Et il y a un chiffre assez édifiant au niveau national, c'est que 15% des tués sur la route en France sont des piétons. C'est quand même quelque chose d'important. Au niveau de la pratique et de la potentialité piétonne, on a regardé l'accessibilité théorique piétonne aux écoles, aux collèges et aux lycées dans l'agglomération mulhousienne. Alors
Alors, ce qu'on remarque, c'est que 73% des habitants de L2A résident à proximité d'un établissement scolaire. Donc, il y a un potentiel qui est énorme hein, pour rejoindre ces établissements à pied, ce qui aujourd'hui n'est pas souvent le cas. Donc, on a un gros potentiel. On a également un gros potentiel d'accessibilité à pied au réseau de transport collectif. Donc, on a un bon niveau de maillage. 3/4 des habitants qui habitent à proximité de stations ou de gares dans l'agglomération. Donc, il y a vraiment un enjeu à travailler cette accessibilité piétonne aux arrêts de transport en commun. Alors, pour faire un peu la synthèse de la potentialité piétonne, il y a un site qui est très intéressant. C'est WalkScore, c'est un site américain qui, à partir d'un point, d'une adresse, est capable de calculer l'accessibilité et de donner un score. Et ce score, il est donné à la lumière de la proximité avec des commerces, avec des pharmacies, avec des établissements scolaires, avec des équipements publics. Et on a appliqué ce WalkScore à l'ensemble des communes et des quartiers de l'agglomération mulhousienne. Et on remarque qu'on a des scores très élevés qui sont proches de 100 au centre-ville de Mulhouse, c'est pas un scoop. Mais globalement, on a quand même des scores de marchabilité qui sont très très intéressants, qui dépassent les 50% dans l'agglomération. Donc on a vraiment un terreau favorable pour le développement de la marche à l'échelle de notre agglomération, notamment à l'échelle de Mulhouse et de sa couronne. Alors une fois qu'on a dressé un peu cet état des lieux sur les pratiques et potentialités, on a regardé les infrastructures, les projets en cours. Donc là, c'est une cartographie des zones 30. Alors elle est un peu ancienne, mais elle montre que la couverture au niveau de l'agglomération est assez disparate. Elle est forte sur Mulhouse, sur Ibissac, sur Neustadt, sur les communes au nord, dans le secteur Bervillers-Bolvillers. Par contre, sur d'autres communes, c'est beaucoup plus faible. Depuis cette carte, il y a Hombourg, Niffer et Kingersheim qui ont généralisé leur zone 30. Donc, il y a quand même des choses qui bougent beaucoup. Sur Pfastatt, il y a également des réflexions qui sont en cours dans le cadre d'un plan de mobilité. Donc, c'est quelque chose qui relève un peu, qui montre aussi des initiatives communales qui sont différentes les unes avec les autres, donc la compétence voirie relève des communes. Au niveau des infrastructures et des projets, on a regardé aussi un petit peu le passé et le présent. Alors ici, on est boulevard Rue-de-Metz, c'était en 2008, il y avait encore le centre Europe, il y avait déjà le tram. Donc là, on avait un trottoir qui était assez étroit, 2 voies de circulation pour la voiture, la plateforme du tramway, les arbres qui venaient d'être plantés. Et au cours de l'année 2017-2018, il y a eu la création du conservatoire. Et dans le cadre de cette création, il y a eu l'élargissement du trottoir, plus qu'une voie de circulation pour les voitures, les arbres ont poussé également, donc une place beaucoup plus grande accordée aux piétons, sans que c'est d'incidence sur le trafic routier. Donc on voit bien que le confort est plus important à un endroit où il y a beaucoup d'enfants également, donc c'est quelque chose d'assez marquant. Autre diapo, c'est là on est place Guillotin, donc dans les années début 2010, donc au début c'était un aire de stationnement. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Mulhouse Grand Centre, on a une aire qui est réservée aux piétons, à l'eau, à la nature, on a quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc c'est vrai que ce type de photo, comme il y en a bien d'autres, montre les évolutions potentielles des ambiances urbaines au niveau de nos territoires et l'attractivité, une meilleure attractivité pour le piéton. Au niveau des infrastructures et des projets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la compétence voirie est communale. Donc les projets piétons dans notre agglomération relèvent des communes. Donc il y a autant de politiques piétonnes que de communes. Et on a par exemple Mulhouse qui s'inscrit dans le projet de développement des mobilités douces, des gros projets du mandat,
qui vise à renforcer la place du vélo et du piéton, avec notamment l'élargissement du plateau piétonnier de Mulhouse, avec l'objectif de piétonniser l'Arsenal, et on a également des initiatives au niveau M2A. Là, c'est plus sur les itinéraires pédestres de loisirs du club vosgien. Il y a près de 600 km d'itinéraires de loisirs qui sont thématiques et ça marche plutôt bien. Donc, il y a vraiment une diversité des approches sur cette problématique piétonne. Au-delà des projets, dans le cadre de l'étude, on a regardé comment fonctionnaient les piétons, quelles étaient leurs attentes. Et pour cela, on a mobilisé des résultats d'enquêtes nationales qui existent, qui ne sont pas des chiffres liés au territoire, mais qui pourraient être à peu près identiques si on réalisait le même type d'enquête au niveau de l'agglomération. Donc pour le piéton occasionnel, c'est-à-dire le piéton qui marche vraiment très rarement, qui fixe plutôt sa voiture, deux modes de déplacement, donc il se déplace peu à pied parce qu'il a notamment peur des accidents, notamment pour ses enfants. Et quand on lui pose la question, en tant que piéton, dans quelle situation vous êtes-vous déjà senti le plus en danger? Il répond en général en marchant sur une route sans trottoir à 45%. Lorsqu'un véhicule a circulé trop près de vous, du moins, 31%, en traversant devant ou derrière un bus, 24%, et ce chiffre est beaucoup plus important dans les agglomérations. En marchant dans l'obscurité, le chiffre est beaucoup plus bas, c'est 18%. Par contre, dans les villages, dans les communes périurbaines, ce chiffre est beaucoup plus fort, c'est 24%. Donc, on a vraiment un danger qui est perçu sur une route sans trottoir. Donc, il y a vraiment cet aspect qui est primordial. Pour le piéton du quotidien, ça, c'est des données issues du baromètre des villes marchables. Donc, c'est une grande enquête qui se fait tous les 2 ans. Il y avait des questions, justement, qui portaient sur les améliorations attendues par les piétons. Donc, globalement, les piétons souhaitent des cheminements piétons, trottoirs plus larges, bien entretenus, sécurisés et désencombrés. Ils souhaitent que soit réservé l'usage des trottoirs aux déplacements à pied, qu'on verbalise davantage le stationnement sur les passages piétons et les trottoirs, et ainsi de suite. Donc, le trottoir apparaît comme l'une des priorités numéro 1 des piétons. Alors, j'en profite. Le baromètre des villes marchables lance actuellement une enquête qui est accessible en ligne et tout à chacun peut y répondre. N'hésitez pas à diffuser ce lien, ça permettra d'avoir des statistiques au niveau des communes et au niveau des territoires. Je crois qu'il faut au moins 25 ou 30 enquêtes pour qu'il puisse y avoir une 40, pour qu'il puisse y avoir une exploitation statistique. Je sais que lors de la dernière enquête, Mulhouse n'avait pas de données, il n'y avait pas eu assez de répondants. Saint-Louis avait par exemple répondu en masse. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant que les communes se mobilisent pour qu'on puisse avoir un peu une vision, une analyse terrain du temps de ces pratiques. Et Strasbourg était sortie première ville au palmarès. C'est Strasbourg. Alors une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a posé un peu ces grands constats, ces grandes données, ce qu'on remarque, c'est que pour développer et renforcer la pratique de la marche, on peut agir sur 3 grands leviers d'action. La première grande famille de leviers d'action, c'est l'organisation et les infrastructures. Donc là, c'est travailler à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la commune, avec des plans piétons communaux, avec des principes d'aménagement partagé. C'est également communiquer et accompagner pour encourager et favoriser la pratique de la marche. Et c'est surtout concevoir des aménagements à l'échelle du piéton qui correspondent bien à leurs attentes et à leurs pratiques. Donc par rapport à la première famille de leviers, on a des choses assez classiques, avec des stratégies piétonnes à l'échelle des grandes villes. Donc là, on a Strasbourg, bien sûr, avec son plan piéton. Son plan piéton, c'est 10 actions, très simples.
avec notamment la création d'un maillage d'itinéraires piétons à travers l'agglomération qui relie l'ensemble des principaux pôles. Et une action aussi qui est très intéressante, c'est sur les axes rouges. L'objectif, c'est d'accorder 50% de la voirie au vélo et aux piétons. Et 50% c'est la voiture ou les TC. Donc une règle assez simple. Il y a également l'objectif de renforcer l'accessibilité piétonne aux arrêts TC. Alors sur Oslo, là, il fait un peu plus frais, mais au nord de l'Europe. Alors cette commune, elle a eu l'objectif de poser une stratégie zéro piéton tué au niveau de son agglomération. Et comment a opéré ce territoire? Tout simplement en supprimant le stationnement en surface dans la partie centrale de la ville. Et avec ces espaces délaissés, la commune a créé des trottoirs plus larges, des pistes cyclables. Et il y a eu un impact assez direct, puisque en 2019, il n'y avait plus un seul piéton de tué dans l'agglomération d'Oslo. Et là, on a un exemple d'aménagement qui a été réalisé sur le ring d'Oslo. Avant, on avait deux fois deux voies de circulation, des trottoirs surtout qui étaient assez larges. Et suite au réaménagement, le trottoir a été élargi, une piste cyclable créée, un couloir bus a été mis en place. Et du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide pour les vols alternatifs à la voiture. Et cela s'est traduit aussi concrètement par une réduction des accidents, et notamment des accidents impliquant les piétons. Donc, ces stratégies à l'échelle des grandes villes, on peut réfléchir à l'échelle réseau piéton, on peut réfléchir à l'échelle de la rue, tout se décline et tout est dans tout, on verra par la suite. On peut aussi avoir des approches thématiques, par exemple Schaerbeek, je pense que ça se prononce comme ça, a développé un plan trottoir à l'échelle de la commune, avec des politiques de renouvellement de trottoirs sur certains secteurs, et avec un type de matériaux à mettre en place, par exemple des secteurs où c'est plus des pavés dans l'espace centre-ville, des secteurs périphériques plus macadam, et avec un phasage dans le temps et des recensements réguliers pour voir si les trottoirs sont en bon ou mauvais état et nécessitent une intervention. On a l'exemple de Nancy, qui, suite à l'épidémie de Covid-19, a créé un plan banc au niveau de la commune. Et l'idée, c'est de déployer massivement des bancs pour permettre notamment aux aînés de pouvoir se déplacer plus facilement dans l'agglomération et créer du lien social. On a également des actions qui visent à conforter les déplacements à pied pour rejoindre les transports collectifs. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de Strasbourg. À Strasbourg, dans tous les projets d'extension de tramway ou de bus express, il y a 1% qui est consacré, 1% du budget qui est consacré à l'accessibilité piétonne aux arrêts. Donc c'est quand même des sommes considérables. 1 km de tram, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est 200 000 euros. Sur 1 km de tram, on peut dire qu'il y a 2 ou 3 stations, ça fait entre 50 et 100 000 euros consacrés aux aménagements piétons pour rejoindre les stations. Donc il y a vraiment une large palette possible. On n'est pas du tout exhaustif dans l'étude, il y a beaucoup plus d'exemples. Et on a également des réflexions qui peuvent se faire à l'échelle des communes. Par exemple, Brest Métropole, donc là il y a une stratégie d'agglomération piétonne avec un plan piéton, mais qui incite les communes à créer leurs propres plans piétons locaux, parce que les communes ont une connaissance plus fine de leurs contraintes, etc. Donc là, c'est l'exemple d'une planche de diagnostic qui a été réalisée dans le cadre du plan piéton de Lille. On a également des logiques de généralisation de zone 30, comme à Subitré, ça c'est dans l'ouest, c'est une commune de 500 habitants, et l'objectif en généralisant les zones 30, c'était de pacifier le trafic routier et poids lourds, et faciliter les déplacements piétons. Et on a un autre exemple à Chébigny, ça c'est en Touraine, c'est dans le secteur des Châteaux de la Loire. Ça, c'était une commune qui connaissait un trafic poids lourds et voitures très très important.
Et la municipalité a souhaité végétaliser massivement la commune. Et du coup, les voitures, les camions circulent beaucoup moins. Et au lieu d'être une zone de passage, c'est devenu carrément une destination touristique. Donc là, on est sur une commune de 500 habitants. Donc on a toujours un vaste champ des possibles. Donc je vais passer la parole à Cécile pour la deuxième grande famille de leviers d'action, la communication et l'accompagnement. Merci Stéphane. Donc effectivement, pour accompagner ces aménagements en dur, il y a tout un volet communication et accompagnement. Et donc ça peut prendre différentes formes. On en a recensé quelques-unes dans le cadre de l'étude. Ici, on a quelques exemples. Ça peut être par exemple d'organiser des événements festifs autour de la marche à pied en ville. Là, on a un exemple à Paris avec la Panamée. Donc, ça une entrée un peu loisir, mais en même temps découverte de son environnement urbain quotidien parfois. Et ça a un impact connu en fait sur la pratique de la marche au quotidien. Et ensuite, on a, par rapport à des politiques sectorielles, on va agir sur la marche avec un angle sur favoriser la marche pour aller à l'école. Donc, bien sûr, c'est des aménagements, c'est de sécurisation, etc. Mais c'est aussi un accompagnement au sein des écoles, auprès des parents d'élèves, auprès des élèves eux-mêmes. Voilà, il y a toujours peut-être un binôme à penser entre l'aménagement et l'accompagnement, la pédagogie, la communication. Bien sûr, comme on a vu, la sécurité est vraiment, le sentiment d'insécurité peut être un frein important à la pratique de la marche. Du coup, les campagnes de sensibilisation à la sécurité sont très utiles. Alors, sensibiliser les automobilistes dans la pratique par rapport à certains publics, mais aussi sensibiliser les piétons, puisqu'il existe des permis piétons, des choses comme ça, pour aussi prendre un peu les règles et avoir un rappel parfois. Être piéton, ça peut s'apprendre aussi. Voilà, donc il y a différentes démarches qui sont menées par les collectivités, la sécurité routière, etc. Et puis, on a vu dans un exemple que présentait Stéphane, la connectivité, le fait de pouvoir avoir un complément, une accessibilité au transport en commun à pied, c'est très important. Donc, les aménagements sont là pour faciliter cette connexion. Mais à côté de ça, on peut aussi avoir, comme à l'exemple de Bordeaux, qui a mis en place une démarche qui s'appelle Marche à suivre. En fait, c'est vraiment un accompagnement pour se repérer en ville et pour favoriser, en fait, ils ont eu cette idée, en fait, en réponse à une question d'engorgement très important à l'endroit de la rencontre de différentes lignes de tram à Mériadec. Donc, aux heures d'ouverture de bureau, il y avait énormément de gens qui se croisaient, les tramways sont bandés, etc. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, beaucoup de gens changeaient à ces stations-là avec peut-être un premier trajet en tram assez long, mais le deuxième, c'est peut-être seulement 2 stations. Et donc, ils ont fait une campagne pour sensibiliser les personnes au fait que, finalement, pour 2 stations de tramway, c'était plus court et plus agréable d'y aller à pied. Donc, il y a cette information qui est donnée, mais au-delà de ça, les personnes sont vraiment accompagnées pour pouvoir se repérer en ville et se dire, finalement, le plan est là, oui, c'est pas très loin, oui, je tourne à droite, et en fait, il y a tout un accompagnement, un jalonnement tout au long du cheminement pour accompagner la première fois et faciliter cette première fois, et ensuite que ça s'ancre dans les habitudes. Donc ça, c'est des expériences assez intéressantes et qui permettent aussi, par ailleurs, de pouvoir mieux gérer les transports en commun et du coup peut-être éviter des trams supplémentaires, etc. Alors là, du coup, toujours sur cette thématique de la communication, de l'accompagnement, je reviens un petit peu en arrière pour revenir un petit peu sur ce qui fait la spécificité de la marche, parce qu'on n'a pas parlé en introduction. Mais c'est vraiment un mode de déplacement qui est très particulier, qui ne ressemble pas aux autres. Déjà, il a un caractère universel. A priori, tout le monde peut se déplacer
en fait. Ça semble tellement aller de soi qu'il est rare, en tout cas il y a quelques années, c'était assez rare que les collectivités prennent vraiment cette thématique du déplacement piéton comme méritant une politique à part entière. Et une autre particularité du déplacement piéton, c'est que ce n'est pas uniquement un flux. C'est-à-dire que quand on se déplace à pied, on marche, mais finalement la pause, l'arrêt, ça fait aussi partie du déplacement. Et là, pour certaines personnes qui ont du mal à se déplacer, c'est très important. Mais finalement, pour tout le monde, si on veut favoriser la marche au-delà de 5 minutes, c'est vrai que ça peut être très intéressant de penser aussi la pause. C'est ce que Stéphane évoquait par le fait d'avoir un plan déplacement piéton, ça devient un plan banc finalement. Donc c'est la pause qui rend possible aussi le déplacement. Donc ça c'est intéressant à voir. Et du coup, quand on communique sur la marche, c'est intéressant de montrer en fait toute la palette des bénéfices que ça peut apporter. Alors la marche bonne pour la santé, hein, vous savez, l'OMS recommande 10 000 pas par jour, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses études qu'on pourra dire qu'il y a vraiment un impact bénéfique pour la santé, notamment la prévention d'un grand nombre de maladies chroniques. C'est bon pour l'environnement, ne serait-ce que par le report de mode, c'est-à-dire plutôt d'utiliser les véhicules individuels ou autres par la marche et le vélo, bien sûr. On a une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une réduction de la pollution, une amélioration de la qualité de l'air. C'est bon aussi pour l'équité et la cohésion sociale. Comme je disais, c'est un mode de déplacement universel, alors inclusif, pour autant qu'on crée des aménagements qui rendent possible le déplacement pour tous les publics, et économique. Et c'est bon aussi pour le commerce et l'économie, puisque contrairement à ce qu'on peut imaginer, les piétons et les cyclistes sont des bons clients. Il y a des études qui ont avancé des chiffres comme par rapport au soutien des commerces de proximité. Il a été évalué que 40 à 64% des déplacements vers les petits et moyens commerces sont effectués en mode actif, donc piéton vélo. Et ça, c'est valable pour les centres, mais aussi pour les pôles, les centres des pôles périphériques. Voilà, donc, ça c'est effectivement pour souligner que c'est vraiment un sujet, c'est un mode de déplacement à part entière, qui a ses spécificités, qui ne ressemblent pas aux autres, et qui mérite une politique publique spécifique. Du coup, on en arrive, après ce deuxième champ de levier d'action, au troisième, qui est vraiment d'aborder la question de l'aménagement avec une conception vraiment à l'échelle du piéton, une conception des espaces publics en ayant vraiment le piéton en tête. Et pour ça, il faut connaître un peu le vécu du piéton. Et ce qui est intéressant, c'est de dire voilà, vraiment le corps, c'est le véhicule du piéton, donc déjà il n'a pas de carrosserie, donc ce sentiment de l'importance de la sécurité du déplacement. Et c'est aussi un mode qui se déroule lentement. Donc on a plus le temps d'avoir une interaction avec l'environnement urbain et avec les autres. Du coup, vraiment, quand on conçoit des espaces publics, la place du corps dans l'espace est très importante, et l'importance du confort du marcheur, l'importance des sens, de tout ce que la personne va pouvoir ressentir, et l'interaction avec les autres. Donc, effectivement, si on pense à un levier pour favoriser la marche, effectivement l'importance d'un cadre de vie agréable et confortable, et le fait de bien comprendre que la motivation du déplacement, c'est certes, il y a le côté très pratico-pratique de se déplacer pour atteindre son objectif géographique, mais c'est aussi motivé par les expériences positives par rapport à un cadre de vie agréable et par rapport aussi à un cadre social. On se rend compte que finalement,
un des critères pour se déplacer, qui est avancé aussi dans les études, c'est qu'il y ait d'autres personnes dans l'espace public. Donc le piéton aime le piéton. Donc, voilà. Dans un certain sens, c'est quelque chose à prendre en compte également. Et puis, une des spécificités du piéton, c'est qu'il est versatile. Donc, la trajectoire est parfois difficile à maîtriser. Donc ça, on le sait quand on essaie de concevoir des espaces. Les piétons, ils ne vont pas toujours où on leur dit d'aller. Et ça, c'est des retours intéressants à avoir, parce que c'est vrai qu'il y a même certains concepteurs qui s'inspirent de alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, hein, on voit que tout le monde a tiré droit, parce que c'est plus court, c'est plus pratique, on passe par là, quoi. Et c'est là qu'il y a certains concepteurs du coup, qui laissent un peu faire les chemins de chair, là, et le projet finalement se concrétise autour de ces trajectoires logiques pour le piéton. Voilà, et du coup, si j'évoque ça, c'est pour dire qu'avant de concevoir un espace, effectivement l'importance d'étudier les comportements des piétons. Alors bien sûr, quand on conçoit un espace, les usages, ça fait évoluer les usages aussi, mais d'avoir une observation de l'état des lieux avant l'aménagement, c'est aussi important pour comprendre les logiques de déplacement dans un espace. Ici, c'est un exemple sur lequel notre collègue Pierre a travaillé à Maslow. Voilà, et il y a effectivement un architecte danois, enfin un architecte sociologue très connu qui s'appelle Jan Gehl, qui a depuis les années 70 vraiment milité pour concevoir les espaces urbains à partir de l'expérience piétonne. Et lui, il allait très loin dans l'analyse des usages des espaces pour alimenter en fait des solutions adaptées. Et donc là, c'est un exemple sur ce qu'ils ont observé pendant le confinement au Danemark, sur les usages. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est vrai qu'ils ont observé entre hommes et femmes des usages différents. Hein. Les hommes étaient soit seuls, soit par groupe de 4 en général, et les femmes étaient systématiquement par groupe de 2. Voilà, donc ça c'est un petit exemple un peu anecdotique, mais disons que ça peut alimenter et ça peut avoir un impact sur le choix qu'on peut faire en termes d'organisation d'espace, d'espace de pause, de Kanban, etc. Voilà. Et là-dessus, donc il y a des outils qui existent. Hein. Eux, ils ont développé des grilles d'enquête, des choses comme ça, assez poussées et en même temps assez simples de mise en œuvre, qui peuvent être utilisées par les services, les concepteurs, etc. pour pouvoir avoir une approche un peu plus quantifiée, un peu plus informée sur les pratiques existantes dans l'espace. Donc un peu le maître mot pour répondre à la versatilité des piétons, c'est vraiment bien connaître les pratiques, mais aussi savoir laisser aussi un peu de flexibilité dans les aménagements qui parfois sont, chacun est un peu dans son tunnel et en fait voilà, il faut pouvoir laisser un petit peu de liberté aussi aux déplacements, sachant qu'on a aussi quand même vraiment sur des espaces relativement contraints une bonne cohabitation à gérer, notamment entre piétons et vélos, on le verra un peu plus tard. Donc sur cette conception à l'échelle du piéton, moi j'aime bien utiliser cette phrase que je trouve qui remet un peu en lumière l'enjeu que peut représenter une ville où il fait bon marché. C'est vraiment en termes d'image, d'attractivité, c'est très important. Donc je suis assez d'accord avec cette idée que le meilleur indicateur d'une ville où il fait bon vivre, c'est quand les gens choisissent de marcher. Donc je pense que c'est un bon motif pour aspirer une politique publique dans le domaine. Et voilà, au-delà de ça, la question c'est comment on fait, enfin quels sont les besoins en termes d'aménagement et de confort de marche. Donc il y a 5 qualités principales concernant les espaces favorables aux piétons. Donc on l'a vu, celui qui était mis en avant, c'est vraiment la sécurité. Alors sur ces 2 points, il y a un peu deux points critiques. Hein. C'est la cohabitation avec les autres usages, donc voiture et aussi vélo. On va parler du trottoir un peu plus précisément. Et puis les traversées de l'eau.
Sur le confort, c'est aussi bien le confort physique, l'ergonomie de l'espace, mais aussi le confort mental, le fait de se sentir en sécurité, et puis le fait de se sentir dans un environnement agréable, la convivialité, etc. La lisibilité, là avec Jennifer Kate, on a également publié une petite étude sur l'espace public, les seniors dans l'espace public. Donc là, on a vu aussi, par rapport au déplacement piéton, il y a parfois un besoin de signalisation, en fait, une incapacité cognitive au bout d'un moment à pouvoir se déplacer avec aisance en ville. Du coup, la visibilité des circulations, des traversées, le jalonnement, les indications, c'est aussi très important pour de nombreux publics et pour les nouveaux arrivés en ville, aussi pour les touristes. Donc la visibilité, que ce soit par des panneaux, du marquage, mais aussi par les traitements de matériaux sur le trottoir, pour pouvoir clairement identifier les espaces de circulation piétonne. L'efficacité, pour le piéton, il ne va pas supporter de faire un détour ou de s'arrêter trop longtemps au feu rouge. Donc il y a une question d'efficacité du déplacement, puisque le temps de déplacement est ressenti comme très important pour les piétons. Et puis la qualité d'accueil, tout ce qui est qualité du cadre bâti, le patrimoine, l'animation des rez-de-chaussée, la présence de nature, la présence de mobilier urbain pour pouvoir se poser, alors la présence de toilettes, d'éléments comme ça de confort qui sont, qui peuvent sembler anecdotiques mais qui sont très importants. Et ça nous amène à parler de vraiment tout ce qui fait le lien fonctionnel entre tous les espaces publics de la ville, c'est le trottoir, un peu, souvent pendant de nombreuses années, un peu le maillon faible de l'aménagement des espaces publics, mais c'est vraiment le trottoir qui irrigue tous les espaces publics de la ville. Et c'est aussi un espace qui a évolué dans les pratiques. Il est de plus en plus investi par de nouveaux modes de déplacement, les nouvelles mobilités, trottinettes, etc. Il y a les livraisons. Pendant le Covid aussi, on a vu finalement qu'il y avait une concurrence importante sur le trottoir, les files d'attente, etc. Donc il y a en effet c'est une ressource convoitée finalement le trottoir, et c'est un élément qui est souvent géré par les collectivités. Ça passe par différents services, il y a la propreté, les espaces verts, la voirie, etc. Et il y a des démarches, je sais qu'à Mulhouse il y a une démarche pour avoir une approche coordonnée sur ces espaces très sensibles des trottoirs, mais c'est vrai que souvent, que vraiment ça nécessite une politique spécifique pour gérer cette ressource de façon stratégique. Voilà, et du coup effectivement, la question c'est, pendant des décennies, la ville a été faite pour que les voitures puissent circuler confortablement, et le vélo, et maintenant le piéton, passe un petit peu dans l'espace qui reste, quoi. Bon, les choses ont commencé à évoluer grandement, mais c'est vrai que ces dernières décennies, c'était quand même la manière dont étaient faites, les priorités en fait qui concouraient au choix des aménagements des espaces publics et notamment du trottoir. Donc, comment faire effectivement pour que ce trottoir ne soit plus la variable d'ajustement de tous les aménagements, parce qu'en fait, Stéphane n'a pas évoqué, mais il y a des études qui vont montrer que tout simplement, plus il y avait d'espace dévolu aux piétons, plus il y avait de piétons. Il y a quand même une corrélation, ça semble bête à dire, mais en fait, pour favoriser la pratique piétonne, il faut qu'ils aient beaucoup plus d'espace. C'est assez simple. Donc ça veut dire que peut-être revoir les priorités. Parfois c'est compliqué, quand en espace contraint, on n'a pas beaucoup d'espace, il faut faire des choix, ça veut dire
que d'autres modes de transport vont devoir évoluer à la baisse. Mais en fait, moi je suis assez sensible au fait qu'en fait, c'est aussi des habitudes de faire et que parfois, le potentiel est déjà là pour redonner l'espace aux piétons, c'est juste que on ne le fait pas. Et finalement, là c'est un exemple, c'est au Canada, c'est un peu particulier, mais c'est un activiste qui avait mis en place, avec l'autorisation des pouvoirs publics quand même, mais il n'avait simplement pas envoyé sur la deuxième photo l'espace nécessaire aux véhicules, aux voitures pour pouvoir circuler correctement. Et tout le reste était disponible. Et en fait, ça a très bien fonctionné, ça a été mis en place pendant quelques mois. Et au final, ça a été l'objet d'un aménagement pour pérenniser en fait ce fonctionnement. Voilà. Et alors, au-delà de ces grandes idées, effectivement, comment on fait? Donc, pour la conception à l'échelle du piéton, il y a des choses très simple, hein. Donc déjà redessiner les flux, c'est-à-dire que vous voyez dans l'exemple ici, hein, le piéton contourne le point du bâtiment, va devoir faire toute une trajectoire un peu alambiquée pour pouvoir traverser. Et la proposition ici, hein, qui a été réalisée, ça c'est un travail du CIREMA, c'est de finalement avoir une continuité physique plus évidente en fait par rapport au trottoir, avec les traversées qui soient en face des trottoirs. Donc ça c'est l'idée en fait de garantir les trajets les plus courts et les plus sûrs aux usagers les plus longs et les plus vulnérables. Ensuite il y a ce concept de bande passante, donc vraiment dérouler le tapis rouge pour les piétons. Donc on avait sur l'image que Stéphane a présenté sur la rue de Metz, le réaménagement devant le centre Europe, effectivement on voyait bien qu'on avait le trottoir et en fait tout ce qui était luminaire, banc, stationnement vélo était bien rangé sur le côté. Donc on a un espace de circulation piétonne qui est large, continu et dénué d'obstacles. C'est un peu les trois règles. Ensuite, on a, au-delà de ces grands cheminements, il y a la nécessité de porter une attention au souci du détail. Finalement, la bordure de trottoir, c'est quelque chose d'hyper stratégique. Donc, il y a diverses solutions pour penser notamment la traversée de rue, donc soit effectivement des avancées de trottoir, pour avoir des îlots, etc. Et même en allant plus loin, des surélévations de chaussées. Et puis ici, on voit la transformation. Quand une voiture arrive ici, c'est plus le piéton qui traverse la voie, c'est la voiture qui traverse l'espace piéton. Donc c'est pas possible partout, mais quand ça se fait sur des voies adjacentes comme ça renverse un peu l'équilibre et visuellement la priorité est clairement indiquée. Voilà, il y a l'importance du traitement de sol, hein, le fait qu'il y ait une planalité, ça permet aussi de conduire les piétons, hein, ils sont versatiles, mais en fait, si on leur fait un trajet bien confortable, sans pavé, sans obstacle, ils vont l'emprunter naturellement. Donc ça peut être aussi une sorte de nudge, d'incitation à emprunter certains cheminements, et puis pour la sécurité, le matériau non glissant, etc. C'est aussi très important. Voilà. Et enfin, l'importance du cadre, avec le fait d'inclure les espaces de nature, les éléments de nature dans la conception. La nature en ville, elle apporte plein de choses. On a d'ailleurs des publications à ce sujet-là. Mais c'est aussi par rapport au confort dans la ville. Alors, le couvert, la protection des intempéries, de la neige ou autre, mais aussi en été, l'ombrage, pour pouvoir expérimenter, avoir une expérience piétonne confortable. Et puis enfin, comme je le disais, je vais pas répéter, ménager les espaces de pause, pour le repos physique, mais aussi pour la convivialité.
Voilà, donc là on conclut là-dessus et puis on va pouvoir échanger avec vous. Pour conclure, en fait, la conception à l'échelle du piéton, ça vient résumer un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Voilà, mais c'est une approche globale à avoir en première étape vraiment d'observation, de recensement des éléments et de concertation, de recueil aussi des expériences des usagers en prenant en compte tous les publics et aussi les différents usages, qu'ils soient du quotidien ou que ce soit d'un ordre, enfin, dans le domaine du loisir, du fait de profiter de la vie. Tout ça pour élaborer une stratégie piétonne et enfin arriver à mettre en place des leviers d'action. Alors les choses ne sont pas forcément les unes après les autres, hein, ça peut être aussi itératif, on met en place des premières actions et puis on en retire une expérience, ça va alimenter une stratégie, etc. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ces trois éléments, aménagement en ayant en tête la conception à l'échelle du piéton, et puis communication, comme un peu les trois leviers à mener de front en fait pour mettre en place une réelle politique piétonne. Voilà, je pense. On a oublié plein de choses parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la publication, donc si vous souhaitez en savoir plus, comme dit, hein, vous pouvez télécharger le document, la version papier, il est connu un grand succès, mais vous pouvez tout à fait le consulter librement sur le site de l'agence. Donc à présent, on peut vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques. On peut se prendre une dizaine de minutes et après on pourra continuer à discuter. Après. Merci. Donc Michel Bourrier, ancien élu, conseil de développement actuellement. J'aurais voulu insister sur un aspect que vous n'avez pas abordé, qui est celui des coupures urbaines. Faites une carte de l'agglo, marquez en rouge les coupures urbaines qui sont non traversables à pied, marquez les points de franchissement, vous verrez, c'est horrible. Alors les coupures urbaines, c'est les autoroutes, les canaux, les voies ferrées. Un exemple hors ville, scandaleux, entre la gare de Grafenwald et le plan d'eau de Rhénag, il faut traverser la RN66, il y a un pont, il est officiellement interdit aux piétons. On ne peut pas aller à pied de la gare de Grafenwald à la baignade de Rhénag. C'est quand même hallucinant. Un autre exemple urbain, la RD 430 entre le Canigol et le rond-point de Schönensteinbach. C'est à tel point que si vous allez faire vos courses, vous êtes obligé, en voiture, vous êtes obligé de prendre la voiture d'un magasin, vous ne pouvez même pas aller à pied d'un magasin à l'autre. Traverser la RD 430, c'est cauchemardesque. Et voilà, ça c'est une vraie culture urbaine. Et après, il y a des trucs dissuasifs. Franchement, le pont de Bourse-Hilaire à pied, ou aller à pied de la rotonde de Rixheim au carrefour de Modenheim. Ok, il y a un pont, ok, il y a un trottoir, mais il est hautement dissuasif. Voilà. Merci pour ce commentaire. Alors effectivement, les coupures, les points noirs, on les aborde souvent sous l'angle cyclable. D'ailleurs, il y a des appels à projets nationaux pour résoudre ces problèmes de franchissement au niveau des voies ferrées. Après, c'est vrai qu'à ma connaissance, au niveau piéton, il n'y a pas encore ce type de dispositif. Et ça mériterait effectivement d'être développé, et notamment en zone d'activité, ou en zone commerciale plutôt. En zone commerciale, c'est très compliqué de se déplacer à pied. Donc je pense qu'il y a tout à faire. Tout est à faire sur ces secteurs-là. Donc on ne peut pas laisser l'interprétation élaborée d'une stratégie méthode, c'est bien présenté par le voir loin. Oui, c'est. Oui, faut voir loin. C'est un peu l'objectif, c'est des traits. Oui, Laurent Cabrel. Les piétons n'ont pas que des pieds, ils ont souvent des roulettes. Il y a les poussettes pour enfants, il y a les chariots quand vous allez au marché, il y a les fauteuils roulants, il y a les valises de plus en plus, à partir des gares, il y a les valises. Et pour ça, les trottoirs de Mulhouse sont quand même d'une qualité très médiocre. Je parle de la ville de centre.
À part les trottoirs que vous avez cités, qui sont en pavé récents et là, dans certaines zones, les raccords sur les macadams sont extrêmement mauvais. Je connais qu'un exemple qui est correct à Mulhouse, c'est les traversées piétonnes de la gare. Le macadam est parfait dans les deux traversées qui desservent les voies. Pas sur des grandes distances, mais là c'est parfait. Et ça me fait penser qu'à Paris, c'est comme ça. Pratiquement tous les trottoirs à Paris sont de cette même qualité. J'ai dû faire, alors il y a quelques années, je ne sais pas, les techniques ont peut-être évolué, mais les ouvriers qui posent le macadam, ils le font avec des réglettes qui sont calées sur le trottoir jusqu'au mur. Et quand il y a des raccords, il n'y a pas de problème. Et c'est parfait. Évidemment, pour les trottinettes, qui nous embêtent un peu, c'est une tentation. Mais n'empêche que ça faciliterait beaucoup, d'autant que les trottoirs à Mulhouse ne sont pas larges, en général. Je pense à Villers, je pense tous les accès du marché à pied sont à l'habitude. Alors, je parle de la marche pour les besoins courants. Je ne parle pas de la marche pour faire le footing ou du transport. Là, il y a des traitements d'itinéraires qui sont pratiques, visibles, mais qui sont le revêtement pendant tout le temps. Je parle des revêtements matériels. Alors j'avais proposé à un adjoint à la voirie d'emmener les équipes de la voirie faire une visite technique à Paris pour voir comment font les services parisiens. Je ne sais pas si ça peut voir. C'était il y a quelques années. Si je peux juste répondre et puis on passera la parole. Enfin, répondre en plus, effectivement, reconnaître effectivement l'importance de ces deux éléments, donc le traitement de sol, avec vraiment un travail de détail sur le confort, le manque d'obstacles, la moindre différence de dénivelé peut créer un problème, peut être source d'accident. Bon, après, voilà. C'est vrai que l'ensemble des usagers, avec poussette, avec chariot, les personnes à mobilité réduite sont très impactées. Et ça me fait, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point-là, mais le fait de mettre en place ces principes d'aménagement en faveur des piétons, avec l'aspect confort, etc., c'est bon pour les personnes à mobilité réduite, mais en fait c'est bon pour tous les publics. Donc ça c'est intéressant. Et puis d'autre part, cet aspect du portage, le piéton du coup n'a pas le coffre de sa voiture, donc il y a toute une question aussi de pouvoir porter les choses qu'on va transporter avec soi lorsqu'on fait un déplacement piéton. C'est une question, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'espace de pause, pour pouvoir poser les affaires à un moment donné et faciliter le confort de marche. Après, il y a aussi une dimension, c'est dans le renouvellement de la voirie, ça prend du temps. C'est normalement une rue, dans l'idéal, elle devrait être faite pour le macadam, les couches de sable, les placements en dessous, tous les 30 ans. Dans la réalité, c'est pas le cas, c'est plus long, parce que ça coûte très très cher. Donc il y a sans doute des choses à imaginer, des aménagements de voiries ponctuelles, par exemple la création de trottoirs traversants, sans reprendre tout le profil de la rue, pour avoir un confort un peu optimal, et ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez au niveau des traversées piétonnes. Je connais un adjoint à la voirie qui disait que si on ne refait pas les macadam fréquemment, c'est tant mieux parce que les voitures roulent moins vite. Bon, mais il faudrait refaire des trottoirs sans refaire la chaussée centrale, quoique ça dépend où les vélos. Sauf si on élargit les trottoirs, donc là, après, il y a des problèmes de réseau, etc. Oui, j'avais plusieurs questions. Quelqu'un parlait, Michel parlait tout à l'heure des coupures urbaines, et même plutôt périurbaines, avec les grands ouvrages aussi. Vous pensez aussi que même en ville, par exemple, ici à Mulhouse, on a certaines coupures qui apparaissent assez dissuasives, ne serait-ce que par exemple entre le parc Salvatore et par exemple l'église Sainte-Geneviève, avec un axe circulé qui n'est pas réduit à l'approche de la traversée piétonne, et ça crée effectivement une certaine angoisse. Le marché, c'est aussi évidemment caricatural entre la partie vêtements et la partie alimentaire. La traversée est quand même assez anxiogène. Je ne parle pas de Gay-Lussac, qui est traversée en deux temps aussi, parfois, où les piétons se retrouvent à s'agglutiner avec des vélos et autres usagers sur un espace réduit pour espérer pouvoir traverser à temps. Ensuite,
ensuite, donc là, il y a effectivement tout un travail à faire pour réduire ces coupures urbaines, voire les interrompre, in fine, pour favoriser les modes actifs. Mais il y a aussi une loi normalement qui devait être mise en application sur la question des stationnements écrans contigus au passage piéton. Et là, je trouve qu'effectivement, moi, en tant que cycliste, on le voit de manière assez spectaculaire, avec d'autant plus les véhicules qui doivent être plus gros, plus hauts. Les piétons sont de plus en plus effacés au niveau de ces places de stationnement qui masquent l'arrivée du piéton et qui accentuent la dangerosité. Donc là, je pense qu'il y aura un travail de suppression de ces places de stationnement pour y mettre autre chose, des arts sur vélo et autres, qui doit être fait urgemment. Alors, effectivement, pour répondre par rapport à la loi dont vous parliez, c'est la loi d'orientation des mobilités, la LOM. Il y a peu de choses sur le piéton. La seule action, c'est effectivement l'interdiction du stationnement sur un périmètre de 5 mètres de part et d'autre du passage piéton. Donc l'objectif, ce serait que l'ensemble des communes de France et de Navarre soient en conformité à un horizon 2025. D'autres questions, d'autres témoignages? Alors, juste pour compléter aussi, c'est vrai que l'approche piétonne, par rapport aux différents commentaires, c'est pas une recette de cuisine, c'est vraiment du fin à chaque fois. Sur chaque site, regardez les usages, comment ça fonctionne, les points noirs. C'est vraiment du cas par cas, c'est de la dentelle. Enfin, il y a à la fois il y a les deux échelles. Comme vous disiez, les infrastructures, avoir un plan général où justement on va repérer ces coupures infrastructurelles, Et puis ensuite, il y a le travail à l'échelle d'aborder au trottoir. On a ce jeu d'échelle sur ces deux plans, il faut pouvoir agir à ces deux échelles. Voilà, on peut continuer les échanges